messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Un appel en direction des acteurs politiques pour dire non à la violence. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés déplore le climat sociopolitique qui prévaut et appelle à œuvrer pour une société de non-violence. Journée internationale des filles pour impulser une prise de conscience et lever les barrières sociales qui discriminent la jeune fille. Le 20h30 lève le voile sur les pratiques encore en vigueur et les avancées réalisées. L'économie camerounaise à la côte et bénéficie de la confiance du secteur bancaire. 35 milliards de francs CFA levés sur le marché monétaire. Le lancement des obligations du trésor assimilables promet un bel avenir. Voilà pour les titres du journal. Les détails, c'est tout de suite. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés a rendu publique une déclaration qui condamne les violences engendrées par des foyers de tension et autres discours de haine et appelle à soulèvement. C'est dans le sillage de la Journée internationale de la non-violence célébrée le 2 octobre dernier. Le document promeut le dialogue et la paix, des valeurs que les membres de la Commission vulgarisent sur le terrain. Augustin Guizana. Sur 2 pages et demie, la déclaration de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés signée du président par intérim James Mwangeko Bila dénonce et condamne les violences sous toutes leurs formes. Nous avons l'extrême nord, nous avons Boko Haram, nous avons la situation au Nozo. Dans le sud, dernièrement, il y a eu quelques frottements au niveau de la frontière avec la Guinée équatoriale. C'est toujours des foyers de tension. Et il faut essayer de maîtriser justement ces foyers de tension, cultiver la non-violence pour que le pays puisse se développer dans la paix. Le Cameroun a des mécanismes qui construisent la non-violence et qui fonctionnent déjà. Mais pour la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, la recherche de la paix est une affaire de tous. Ce grand dialogue qui a rassemblé tous les fils de ce pays, c'était justement pour rechercher à baisser ces foyers de violence. Nous leur disons à la Commission nationale des droits de l'homme, la construction de la paix, l'élimination de la violence est à la fois un devoir individuel et un devoir collectif. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés se réjouit du rejet par l'immense majorité des citoyens camerounais des appels irresponsables à la violence d'où qu'ils viennent. La jeune fille est au cœur de toutes les attentions ce 11 octobre. Malgré les efforts des pouvoirs publics, la discrimination de la jeune fille reste d'actualité au Cameroun. Si le phénomène est aujourd'hui de moins en moins flagrant, l'une des poches de résistance, contrairement à ce que l'on pense, reste la cellule familiale. C'est en effet à la jeune fille qu'incombe la plupart des tâches ménagères. Oswald de Meudon nous en dit davantage dans ce reportage. La jeune fille a longtemps été victime de son genre, les préjugés et la société aidant. La discrimination à l'égard de la jeune fille dans nos cultures prend plusieurs visages. Le premier visage est le traitement différentiel qui existe entre la jeune fille et le jeune garçon. Vous verrez par exemple que la jeune fille est réduite à l'exercice des travaux domestiques, tandis que le jeune garçon, lui, on le laisse à la merci des jeux. Vous avez encore le phénomène de mariage d'enfants. Et c'est particulièrement les filles qui sont victimes de ces mariages. Puis, dans le souci de rétablir l'équilibre, la volonté des pouvoirs publics s'est manifestée, avec des résultats probants. Le Cameroun a ratifié toutes les conventions qui protègent les droits de la fille. Le droit à l'éducation est reconnu au même niveau aux garçons et aux filles. Les effectifs dans les salles de classe, c'est bien. Vous verrez que la base est large. Au primaire, au secondaire, on a plus de femmes que des hommes. Mais au supérieur, ça commence à diminuer. Mais cela peut également s'expliquer par le rôle social de la femme. Mais beaucoup reste encore à faire, d'autant plus que certains préjugés ont plutôt la peau dure. Beaucoup de filles sortent du système scolaire
à cause du mariage des filles. La lutte contre la discrimination de la jeune fille est un combat de tous les instants qui interpelle la société tout entière. L'extrême nord est l'une des régions dans lesquelles les droits de la jeune fille restent à être optimisés. Là-bas, plusieurs pratiques et croyances coutumières dévalorisent la fille qui, la plupart du temps, n'a pas la possibilité de s'exprimer librement. La situation décrite ici par Francine Diaba de CRTV Extrême Nord. Dans la région de l'extrême nord, le Logone et Chari et le Mayo Danaï sont les départements les plus touchés par ce fléau qui a ses racines non seulement dans les profondeurs des us et coutumes, mais aussi dans une certaine interprétation de la religion. Il se manifeste beaucoup plus par les enlèvements des filles sur le chemin de l'école. Le mariage des enfants a pris de l'ampleur avec l'avènement de la crise sécuritaire. Pour beaucoup de parents, ils estiment qu'envoyer leur fille en mariage, c'est comme si c'est une sorte de sécurisation de leur enfant. Cette violence si répandue n'est pas sans conséquence sur la vie de la jeune fille. Déjà, sa scolarité est déjà en danger. Et si elle n'est pas à l'école, elle risque de devenir une jeune fille mère. Une situation aux conséquences graves qui ne laisse pas indifférent le gouvernement et ses partenaires. Nos partenaires leur viennent en appui en mettant à leur disposition des kits élèves et encore beaucoup plus des kits d'hygiène. Au moment où l'on célèbre la journée internationale des filles, le souhait est que ce genre de pratiques dévalorisantes soit davantage découragé pour permettre à la fille de l'extrême nord de s'épanouir pleinement. À Mayo Darlé, dans le Mayo Bagno, région de l'Adamawa, le programme des Nations Unies pour le développement et la commune conjugue les efforts pour rendre davantage les femmes et les filles autonomes. Une formation vient d'être organisée à leur intention sur l'auto-emploi. Les détails, Michel Renaud Ouandja. Faire de la jeune fille de Mayo Darlé une véritable actrice de développement reste un vœu pour la municipalité. L'atelier conjointement organisé par l'OPNUD et le ministère de la Jeunesse dans cette localité vise à donner les outils pour leur autonomie. L'action du programme des Nations Unies pour le développement, qui est une agence du système des Nations Unies, se fonde sur le principe du Leave No One Behind. Nous remercions tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont laissé ce qu'ils avaient à faire pour venir nous former. Au cours de cette rencontre, l'autorité administrative a salué l'initiative. Les conseils que je peux prodiguer aux jeunes filles, aujourd'hui nous sommes en pleine décentralisation et la décentralisation rime avec entrepreneuriat. Nous leur avons demandé de faire preuve de responsabilité. Elles apporteront, n'est-ce pas, toutes leurs contributions nécessaires puisque nous pouvions, n'est-ce pas, faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035. La mise en pratique des enseignements reçus reste une niche d'opportunité pour la jeune fille de Mayo Darlé. Parlons finances. Le Cameroun obtient 35 milliards de francs CFA sur le marché monétaire. C'est dans le cadre de la levée des obligations du Trésor assimilables. Si le Cameroun recherchait effectivement 35 milliards de francs CFA, les banques lui ont proposé plus, ce qui témoigne de la crédibilité de l'économie nationale. Lucrèce Mebenga. Le Cameroun recherchait 35 milliards de francs CFA sur le marché monétaire. Non seulement il a eu ce qu'il cherchait, mais notre pays s'est vu proposer presque 1 milliard de plus. Les banques en général et les banques camerounaises en particulier ont donc massivement adhéré à cette levée des obligations du Trésor assimilables du mois d'octobre. OTEA au taux d'intérêt de 6% pour une période de 6 ans. Ce succès témoigne de la qualité de la signature du Cameroun et de sa crédibilité auprès des institutions bancaires. Fort de ses atouts, le Cameroun reprendra la route du marché monétaire sereinement le mois prochain pour 2 levées d'OTEA. L'une de 7 ans, montant recherché 25 milliards de francs CFA, l'autre de 10 ans pour le même montant. L'argent ainsi récolté permettra au Cameroun de financer les projets inscrits dans la loi de finances. En éducation, l'UNESCO et le ministère de l'Éducation de base en phase pour une meilleure stabilité des écoles, pour une meilleure visibilité également de ces écoles-là. Une convention relative à la géolocalisation des écoles a été signée cette fin de semaine. Un précieux outil de prise de décision. Aboubakar Abou.
Ces parapheurs portent toutes les ambitions de modernité de la carte scolaire au Cameroun. Le ministère de l'Éducation de base se met ainsi à la page de la géolocalisation des écoles primaires sur toute l'étendue du territoire national. L'UNESCO accorde une importance particulière au développement de l'éducation dans des pays et pour être sûr que le système éducatif est en train de se développer, de se moderniser pour ne laisser personne pour compte. La signature de cet accord va nous permettre désormais d'avoir une information statistique réelle avec les véritables images du terrain, et cela nous permettra non seulement de pouvoir faire des investissements et des programmations assez fiables, mais aussi à tout moment avoir des informations réelles. Le ministère de l'Éducation de base marque ainsi un pas de plus vers l'arrimage des écoles primaires au numérique. Rentrée scolaire une semaine après, allons à EDEA pour constater que les salles de classe sont pleines. Un signe qui montre et démontre que la rentrée scolaire a tenu son pari dans la Sanaga maritime, région du littoral. Les mesures barrières sont également respectées. Évaluation une semaine après, voici le reportage de Marie-Gabrielle Feugueux à EDEA. Le rendez-vous du 5 octobre 2020 a été respecté dans la Sanaga maritime. À EDEA, les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire sont bel et bien dans les salles de classe. Au collège polyvalent Georges Schwab, des journées portes ouvertes ont marqué le grand retour de l'établissement mythique. Les journées portes ouvertes permettent d'abord aux parents de voir le matériel et aussi de rencontrer les enseignants, donc se rassurer que leurs enfants seront bien encadrés. Une semaine après la reprise, les objectifs sont atteints et toutes les mesures barrières sont respectées. Les statistiques qui nous parviennent des établissements laissent comprendre que nous n'avons enregistré aucun cas suspect et encore moins cas confirmé dans nos établissements. C'est dire que ces mesures barrières restent rigoureusement appliquée. Une causerie éducative sur le rôle crucial des enseignants en cette période de pandémie a marqué la célébration 2020 de ces héros du savoir à EDEA. Écoles et élèves du Grand BAM bénéficient de l'appui de l'élite féminine. Réunies au sein d'une association, elles ont remis un important don de matériel scolaire, des machines à coudre et une aide financière aux élèves. La cérémonie a eu lieu à Bokito sous le parrainage de James Onobiono et en présence de Achille Basilekin III, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Les détails avec Christelle Fouda. Promouvoir le développement de leur contrée est l'objectif que s'est donné l'association de l'élite féminine bamoise. Primer ces jeunes bachelières, c'est leur donner l'opportunité de continuer à travailler et surtout de devenir des dames indépendantes. Pour cette rentrée scolaire, elles ont apporté leur pierre à l'édifice en octroyant des dons aux établissements et élèves constitués de machines à coudre, de fournitures scolaires et des aides financières. C'est une invite à tout le monde. Nous sommes ouverts pour tous ceux qui voudraient que nous regardions vers la même direction pour Bokito, c'est-à-dire son développement. Un geste vivement salué par les bénéficiaires au cours d'une cérémonie ayant pour parrain le patriarche James Onobiono. C'est une œuvre de charité grandiose. Je ne saurais comment les remercier. Je suis très heureuse pour tout ce que les mamans font pour nous. Une action qui met en exergue la place de choix qu'occupe l'école dans le Grand BAM. En religion, le rideau est tombé ce dimanche sur les 45e assises ordinaires annuelles des activités de la jeunesse d'action protestante évangélique du consistoire Yaoundé. Le culte de clôture a été célébré à la paroisse de Biémassi Emmanuel. Les détails avec Viviane Karinevina. Ce dimanche, les jeunes de la Japé ont pris d'assaut la paroisse haute de Biémassi Emmanuel. Le culte de circonstance marque la clôture de 4 jours d'activité chrétienne. À l'occasion, la rencontre a permis aux délégués des 32 paroisses du Synode du Centre d'évaluer le plan d'action ecclésiastique pour le compte de l'année en cours. Je voudrais rendre grâce à Dieu parce que toute chose qui a bien commencé s'achève également dans de bonnes conditions. Il était également question dans ces assises de faire des projections pour l'année à venir. Toutes les résolutions prises tiennent lieu de projections parce que c'est sur la base de ces résolutions
que l'évaluation se fera en temps opportun. L'aumônier des jeunes du consistoire qui a tiré son évangile dans Ésaïe 49 de 1 à 16 en a profité pour leur parler. Dieu leur, dira-t-il, ne les a pas oubliés et ne les oubliera jamais. Toutefois, ils ont l'obligation de s'auto-examiner. Pendant ce temps, l'Association culturelle islamique du Cameroun, les leaders religieux musulmans ainsi que les imams résidant à Yaoundé étaient en concertation ce dimanche. La rencontre initiée par El Hadj Idi Mama, président de l'ASIC, avait pour objectif de solliciter l'accompagnement des imams et des leaders religieux musulmans camerounais pour la bonne marche de l'ASIC. Michel Renaud-Wandja. Après la tenue de l'Assemblée générale du 19 septembre dernier, l'Association culturelle islamique du Cameroun voudrait tracer une nouvelle trajectoire, celle de la cohésion. La rencontre, initiée par El Hadj Idi Mama, son président, visa à présenter aux imams et leaders musulmans les projets de l'association. Si on les appelle, vous comprenez déjà qu'on a besoin de toucher le fond de la communauté. C'est pour les raisons pourquoi on l'a appelé les imams, pour qu'à la base, tout le monde sache que la SIC s'est réveillée, elle veut s'organiser et toute la communauté, qu'il n'y a plus de divergence d'idées. Ici, l'on a prié pour la paix au Cameroun. Sans paix, il n'y aura rien. Donc c'est la priorité des choses d'abord pour tout Camerounais. La construction d'un nouveau siège reste également une urgence pour la SIC. L'exécutif municipal de la ville de Bayangam, dans la région de l'Ouest, est désormais en place. Le maire Léopold Nwetsa et ses 2 adjoints ont été officiellement installés par le préfet du Konki. Une cérémonie couplée à la promotion de l'excellence scolaire là-bas. La correspondance de Stéphane Francky-Kana de CRTV Ouest. Ils sont désormais installés dans leur nouvelle fonction de maire. Léopold Nwetsa et ses 2 adjoints débutent leur mandat au moment où le Cameroun s'implante dans la décentralisation. Les populations de Bayangam font face à des besoins de base, des problèmes d'énergie, d'eau, d'aménagement des routes. Nous avons commencé, nous entendons poursuivre cette action. Le préfet Donancien Oum a appelé les élus du peuple à toujours se référer aux lois et réglementations en vigueur dans la prise des décisions et de toujours tenir compte des besoins prioritaires des populations. Nous leur avons demandé de cadrer leur action dans le plan communal de développement, de se souvenir de leur plan de campagne. La cérémonie était couplée à la 3e édition de l'excellence scolaire de Bayangam, au cours de laquelle plus de 700 élèves et étudiants ont bénéficié des kits et bourses scolaires. Des innovations à l'Agence de régulation des télécommunications ART, un nouvel organigramme, la création d'une brigade de contrôle appelée à surveiller le spectre des fréquences, la qualité des services et la couverture des réseaux. Une campagne encadrée par un personnel qualifié. Irène Dianafouda nous en dit davantage. L'Agence de régulation des télécommunications vibre au rythme de son nouvel organigramme pour imprimer ses marques sur un terrain glissant. Dans ce cadre, il y a eu une brigade de contrôle qui a été mise en place. Cette brigade de contrôle comporte 3 grandes unités. L'unité de contrôle administratif et tarifaire, l'unité de contrôle de la qualité de service, l'unité de contrôle des titres et des ressources rares. Les équipes qui sont sur le terrain actuellement visent à obtenir les résultats qui nous permettront demain de mettre en place un nouveau modèle de régulation qui est en cours d'élaboration ici à l'Agence de régulation des télécommunications. Des équipements de pointe permettent aux 3 stations fixes et aux 4 stations mobiles basées à Yaoundé de prendre le contrôle permanent du spectre des fréquences. On a effectué des scans dans la bande de la radiodiffusion sonore et télévisuelle, la bande FM. On l'a effectué également dans la bande de fréquence 800-900 MHz, c'est la bande qui est dédiée pour les services de communication 2G. On a fait également une évaluation de l'occupation spectrale dans la bande de fréquence 1800 et 2100 pour la 4G. La caravane de la brigade de contrôle créée récemment au sein de l'ART sillonne les points sensibles de la cité capitale pour dresser un état des lieux. Ce travail effectué sous l'égide du régulateur de tous les temps vise d'une part à éviter l'utilisation clandestine du spectre des fréquences et d'autre part
a fait la différence sur la qualité des services et la couverture des réseaux assurés par les 4 opérateurs concessionnaires ainsi que par les fournisseurs d'accès aux services. Le régulateur exerce donc une forte pression pour faire régner l'ordre et la discipline. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun, ce soir, direction région du littoral. L'objectif d'une rentrée scolaire sans Covid-19 est une préoccupation multisectorielle et les protocoles mis en place produisent l'effet escompté. Voyons tout cela dans cet entretien que mène Évariste Yenga et son expert de ce dimanche. Direction dont le centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir Évariste Yenga, que doit-on retenir ce soir ? Bonsoir. Les rentrées scolaires sans Covid-19 dans la région du littoral. On va voir comment cela s'est déroulé. L'implémentation des protocoles sanitaires dans cette région qui côtoie les berges du Vori. Comme invité ce soir, c'est Gustave Abel Mbila, l'administrateur principal de santé publique, en même temps chef de la brigade de contrôle des activités de soins. Bonsoir, Gustave. Bonsoir. Avez-vous eu du mal à implémenter les protocoles sanitaires dans les établissements au cours des 5 derniers jours qui représentent la rentrée scolaire? Le port systématique et obligatoire du masque en milieu scolaire, la mise à disposition des lave-mains dans chaque salle de classe, la distanciation sociale applicable en milieu scolaire avec le retour des mi-journées, la prise de température à l'aide des thermoflash, la prédisposition d'une salle d'isolement pour le suivi des cas suspects et le renforcement des capacités des inspecteurs médico-scolaires et des inspecteurs d'arrondissement. Toutes ces mesures barrières, dont la liste n'est pas exhaustive, sont à ce jour bel et bien effectives dans nos établissements scolaires dans la région du littoral. Est-ce que les enseignants ont été systématiquement testés et quel en est le bilan? Il faut dire que c'est trop tôt, n'est-ce pas, de pouvoir parler ou de faire un bilan actuellement, étant donné que le dépistage proprement dit a débuté seulement ce mois, début de ce mois, dont il est en cours. Cependant, on peut signaler que le délégué régional de la santé publique du littoral avait pris une correspondance adressée aux différents chefs des districts de santé de la région du littoral pour pouvoir encadrer la mise en œuvre de cette vaste activité de dépistage Covid-19, soit 23 666 personnels de santé du ministère qui devaient être testés, n'est-ce pas, des enseignants. Et à la date d'hier, nous étions seulement à 1578 enseignants testés pour un pourcentage de 6%. Comme je l'ai si bien dit, c'est une opération qui est en cours, qui ne fait que commencer et qui va certainement porter ses fruits. Donc nous ne pouvons pas donner un bilan exhaustif, mais nous exhortons tous les enseignants, n'est-ce pas, à se faire dépister pour la réussite de cette opération. Gustave Mbela, merci d'avoir répondu à nos questions. On l'a noté. Pour l'instant, en ce qui concerne l'implémentation du protocole sanitaire relatif aux rentrées scolaires, il n'y a pas encore de chiffres concernant le bilan. Il faudra attendre peut-être à la fin du prochain mois, mais l'implémentation a bien été effective. Merci Évariste Yenga, merci également à votre invité et bonne semaine à vous. 34 ans de carrière, dont près de 20 ans à différents postes de responsabilité, Simon Goutouga a servi son pays et la CRTV avec abnégation, amour et patriotisme. L'ancien directeur des technologies et solutions radio a eu droit à une cérémonie d'au revoir forte et émouvante à la maison de la radio. Témoin de la scène, Clovis Tchamabo de CRTV Centre. Un samedi inoubliable pour Simon Goutouga, l'ancien directeur des technologies et solutions radio de la CRTV. Ses anciens collaborateurs retiennent de lui l'image d'un père de famille, un véritable dinosaure de la technique. C'est un ingénieur qui a été longtemps et toujours cité un exemple en tant que haut cadre technique de la CRTV. Les anciens collaborateurs ont promis de relever le défi
et surtout conserver les acquis de cet ingénieur retraité qui fut le pionnier du mouvement syndical à la CRTV. Ce n'était pas évident que dans une entreprise, un cadre supérieur puisse s'engager dans l'action syndicale. Mais l'objectif, c'était la recherche du bien-être du personnel. Concernant sa reconversion, ma prochaine vie, peut-être que je serai pasteur. Une belle ambiance pour une soirée de revoir. En culture, allons autour du feu au village, dans le département de la Léquié. Écoutez les vieux sages qui dénoncent la dépravation des mœurs et l'insouciance des jeunes. Les parents accusent les enfants de tourner insouciamment le dos aux règles de politesse, au respect des aînés et autres. Ils donnent des conseils aux jeunes dans ce reportage signé Barbara Padjama. Les vieux convoquent les jeunes d'aujourd'hui sous l'arbre à palabres. Les bonnes mœurs courent un grand danger. Ce sont nos parents qui nous donnaient cette culture-là. Toi, tu ne dois pas répondre arrogamment à toute personne âgée. Lorsque mon père grondait, ce n'était pas facile que je m'assieds ou bien je m'arrête, n'est-ce pas, pour faire face à lui, comme si c'était un défi. La rareté des règles de politesse déteint les bonnes manières. Je leur ai demandé quand ici, est-ce que vous pouvez me dire bonjour? Vous me trouvez assis comme ça, vous me dites bonjour papa. Ce qui est dans leur tête, c'est de manipuler le téléphone, c'est de faire de la musique. Quand je gronde, mais on me dit que ce n'est pas ton époque. Comme ils voient la télévision, ça les fait fuir nos mœurs, nos traditions. Marianne Amatala Bela, née vers 1914, est la plus ancienne jeune de Koleba Simbi. Elle a passé le secret de sa longévité. Agnès, sa fille de 75 ans, vit de cet héritage culturel. Lorsque tu es marié, il faut obéir à ton mari. Et maintenant, le mari tape la main, la femme tape de l'autre côté. Je suis une femme. Moi, j'ai été soumise, même si c'est comment, j'assumais. Même si menés du bout du nez par cette génération androïde, les vieux assis redressent la conscience des jeunes debout. La soumission, le respect et le partage, leur éducation, disent-ils. Fin de l'assise générationnelle. Ah, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Du golf en page sportive, le Cameroun abrite du 8 au 12 décembre prochain une compétition qui verra la participation de plusieurs pays. L'Open Golf Club de Yaoundé. Et en prélude à cet événement, 2 galas de golf ont été organisés dans les régions du littoral et du sud-ouest. Des précisions avec Évariste Yenga. C'est un coup annonciateur. Il provient de l'arrivée à Yaoundé décembre prochain de plusieurs golfeurs de nationalités étrangères. Nous avons eu des confirmations de golfeurs professionnels zimbabwéens, sud-africains et nigériens qui vont venir compétir à Yaoundé contre nos pros. Ils vont participer à la 2e édition de l'Open Golf Charity. La compétition organisée par la Fondation et les Salotines se jouera sous la formule match play. Catégorie professionnels et caddies. La cagnotte est de 6 millions de francs CFA. Une bonne nouvelle pour les golfeurs locaux. On passe toute une année à attendre ce tournoi, donc l'envie elle est très grande. Avec encore un tout petit peu d'entraînement, nous serons à la hauteur de ce golf de Yaoundé. La caravane de sensibilisation a tenu un gala au Golf Club de Tico et un autre au Park Thaïs de Douala. Plusieurs têtes de série y ont participé. Fin de ce journal préparé avec la collaboration de Mariam Mazou et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Prenez rendez-vous avec Lucrèce Mebenga pour votre magazine dominical Scène de presse juste après ce journal. Dès demain lundi, retrouvez Adel Mbala pour les éditions de 20h30 semaine. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée et bon début de semaine à tous. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie.